Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir chez Carib donc pour rencontrer et écouter Olivier Bordassar. Donc, pour les plus anciens habitués d'entre vous, c'est pas une première, puisque Olivier est déjà venu il y a 2 ans en fait pour la France Tranquille, dans une soirée assez inoubliable en musique. Là, on a fait un peu différemment ce soir. Donc, on va parler de Dernier Désir, abondamment, j'espère. Oui. Et donc simplement, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas Olivier Bordassar, je pense que c'est une infime minorité, mais je vais quand même dire quelques mots. Olivier Bordassar, donc, elle nous a écrit 4 romans et un texte un peu particulier, dont on a gardé quelques exemplaires miraculeux. Protégeons les hérissons. Qu'on avait un stock secret ici. Donc, voilà. Parce que ce texte est quasiment épuisé, mais voilà, il est précieux. Je vous dis ça pour que vous les achetiez tous avant de partir, bien entendu aussi. Mais on va parler très rapidement on en parlera tout à l'heure plutôt dans les questions des 2 premiers textes, donc Géométrie variable et Régime sec. Géométrie variable qui est un superbe premier roman. Régime sec dont je ne peux pas vous parler parce que c'est celui que j'ai pas lu. Et je sais que c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. La France Tranquille, donc il y a 2 ans, avait, je pense, pas mal surpris de lecteurs parce que c'était une façon de s'attaquer à, donc, dans une collection de polars dont l'éditrice est présente ce soir, un polar très inhabituel en fait qui jouait avec ce qu'est un serial killer et qui proposait, on y viendra, quelque chose de très inattendu, de très surprenant. Et qui vraiment attrapait le lecteur par où il ne s'y attend pas du tout, dans une prémisse qui est assez convenue, assez banale dans le genre. Et donc ça nous amène à Dernier Désir. Je pense que c'est un travail que fait superbement Olivier Bordassar, c'est qu'il propose rapidement quelque chose, on se dit tiens, il y a des repères, c'est familier, et puis on débouche sur complètement autre chose. Donc avant de passer au texte autrement dit, moi j'ai une première question. C'est un sujet qui fâche souvent, en général, et puis dans cette librairie en particulier, c'est les spoilers. C'est toujours extrêmement difficile de parler d'un livre, surtout quand c'est un livre à intrigue, en essayant de ne pas gâcher en fait, le plaisir de la lecture en révélant plein de choses. Et donc les romans d'Olivier sont clairement construits, particulièrement les derniers, comme des thrillers, donc ils diffusent un suspense qui est assez insoutenable. Et pourtant, moi il me semble que tu as la gentillesse de créer ton suspense d'une manière telle qu'on peut, sans trop de dommages, parler d'éléments clés de l'intrigue. Pour la France Tranquille, si on dit c'est du serial killer, c'est pas gênant. Enfin, je crois pas. Alors que dans d'autres livres, ah non, mais attends, le serial killer, il fallait attendre, on s'en rendait compte peu à peu que c'est un serial killer. Là, non. On est prévenu. Et dans Dernier Désir, et c'est ça la question, c'est pour évacuer tout de suite ce sujet au cas où, tu donnes très vite un couple qui se prénomme Jonathan et Emina. Un voisin qui vous veut du bien qui s'appelle Vlad. Il y a une rue Stoker dans laquelle on fait ses emplettes un moment. Et ça vient tout ça assez vite, donc ça fait beaucoup d'indices. Est-ce qu'on a le droit de parler d'un mythe fameux du 19e siècle, d'une grande figure mythique, ou est-ce qu'il ne faut pas? Parce que j'ai vu qu'une partie de la critique s'était posé la question, donc je préférais que tu nous dises tout de suite, est-ce qu'on peut en parler librement Le premier article qui est paru dans Livre Hebdo était intitulé « Vlad le vampire ». Bon. Je me suis dit que voilà, la mèche était vendue, quoi. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Parce que quand mon éditrice, Lila Zewald, ici présente, m'a dit il y a plusieurs années, tiens, si t'écrivais un polar, j'ai dit oui d'accord, je veux bien essayer. Et je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour ne pas écrire un polar tout en écrivant un polar? Et donc, voilà, ça me dérange pas du tout de dévoiler un certain nombre d'indices dès le début du livre qui font que les lecteurs se disent « Ah oui, d'accord, on a compris. » Mais en fait, comme il y a d'autres choses à comprendre... C'est ça, je trouve, qui fait vraiment le charme, c'est que justement, ce n'est pas du spoiler, parce que ces figures classiques en fait du roman, donc que ce soit le serial killer, que ce soit le vampire, tu les tords en fait d'une façon complètement différente, ce qui fait que le lecteur est prêt, on s'attend justement à des choses, comme tu as donné des indices,
on s'attend dans une direction et puis tu nous prends à contre-pied, de façon extrêmement forte. Et ça, en revanche, on n'en dira rien, on va faire attention quand même. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute, parce qu'on en parlera de suite tout à l'heure, il y a une façon assez particulière il y a une musique dans ce que tu écris qui est, même sans musique, qui est assez flagrante. Donc, je propose qu'on écoute. Donc, je lis. Voilà. Un chapitre sans spoiler. Bon, je vais lire le chapitre 4. Alors, la nouveauté, c'est ça. Il y a 2 ans, je l'avais pas. Je vous lis le chapitre 4 qui est un chapitre où on fait plus ample connaissance avec le personnage de Vladimir Martin et où les autres personnages sont absents, comme ça dévoile pas trop de l'histoire de ces liens qui se tissent entre ce Vladimir et les autres. Alors, le désir du client est sacré. Les essuie-glaces évacuaient en mode rapide les trombes d'eau qui fouettaient le pare-brise depuis le départ de l'écluse. La Saab noire roulait à faible allure sur la nationale en direction de Bourges. Il aurait été imprudent de doubler un à un les poids lourds, trop nombreux, quand d'autres déboulaient en sens inverse. Prendre son mal en patience, rester en 4e et rouler en léger sous-régime, voilà les alternatives qui s'offraient au conducteur. Il accepta, bon gré, mal gré, de s'y soumettre, le confort du siège de cuir et le silence feutré de l'habitacle l'aidant à supporter ce lassant voyage. À proximité de la ville, il emprunta la rocade est vers la zone commerciale et bientôt aperçut l'interminable enfilade des enseignes géantes, un paysage de béton, de tôles, de parkings, de contre-allées, de logos, de panneaux publicitaires numériques et de ronds-points en travaux permanents. À partir de l'artère principale à 4 voies, divisée par des troènes desséchés et suffocants dans le gaz carbonique, l'aimable clientèle se dispatchait à droite, à gauche, vers les showrooms des magasins d'ameublement, les hangars à chaussures, les entrepôts de prêt-à-porter, les bricots-choses et les intercentres. En accord parfait avec le fourmillement humide de cet univers, Vladimir Martin, costume gris perle, chemisette au col ouvert et mocassin de daim gris, bifurqua sur une voie parallèle et gara sa berline lustrée sur le parking visiteur d'un concessionnaire. Avant de pénétrer dans le hall d'accueil, il fit quelques pas parmi les voitures exposées à droite du bâtiment. Malgré la pluie, certes plus légère depuis un moment, mais toujours pénétrante, il prenait son temps, laissait glisser les gouttes sur son visage, impassible, en détaillant les types, les références, les intérieurs, les puissances. Il avait une idée très précise de ce qu'il cherchait. Dans le magasin où des véhicules de dernière génération trônaient en nouveau prince de la route, le directeur de la succursale, seule personne habilitée à négocier les ventes dans ce petit établissement de province, s'arrêta sur le seuil de son bureau, une chemise orange dans une main, un téléphone portable dans l'autre, et observa, interloqué, à travers les grandes vitres fumées, cet homme en costume qui circulait entre les modèles sous la pluie et sans se presser. Laurence, vous avez vu le type là, dehors? Oui, il vient d'arriver, répondit la secrétaire. Satisfait de la présence d'un acheteur potentiel, le vendeur s'enfonça dans son fauteuil de cuir à roulettes et attendit que le type qui sillonnait les allées du parking vienne toquer à la vitre. Il se leva, alors, le visage fardé d'un sourire factice. « Bonjour monsieur, que puis-je pour vous ? » « J'aimerais vous montrer la voiture qu'il me faut, répondit le client. « Tout à fait, par quel modèle êtes-vous intéressé ? J'aimerais vous montrer la voiture qu'il me faut, répéta Vladimir Martin, qui n'avait manifestement pas l'intention de se laisser mener en bateau.
Enfouissant son agacement au plus profond de ses poches, le marchand emboîta le pas à Vladimir Martin qui, à son rythme, se rapprocha de l'objet de son choix. « Celle-ci, annonça-t-il, les mains dans le dos, les yeux sur le capot. Volvo Break V70 TD, très bon choix, puissante, confortable et de plus économique, ça c'est important. En rouge vif, précisa l'acheteur. Ah, je crois qu'il n'existe qu'un seul rouge pour ce modèle, rouge passion il me semble, mais veuillez me suivre, on va voir ensemble dans nos catalogues, suggéra l'homme à la cravate trempée. Nous serons bien mieux à l'abri pour discuter, n'est-ce pas, ajouta-t-il avec un sourire commercial. Assis derrière son bureau, il s'épongea le front, desserra sa cravate et s'empara de la liste des voitures disponibles. Face à lui, jambes croisées, Vladimir Martin lisait les accroches des affiches promotionnelles punaisées sur les cloisons. Donc, si vous le voulez bien, on va reprendre les choses au début. Vous souhaitez faire l'acquisition d'un nouveau véhicule? Je vais vous expliquer très précisément ce que je veux, coupa net Vladimir Martin, qui n'oubliait jamais que le client est roi. Vous reprenez cette Saab au prix que vous voulez. Admettez que je vous offre l'occasion de réaliser une opération fort lucrative, puis j'achète cash une Volvo Break V70 TD rouge. Vous me serez très reconnaissant quand vous aurez fait le bilan de votre journée, croyez-moi. Voici la carte grise barrée ainsi que les documents nécessaires dûment remplis et signés, conclut-il en déposant sous le nez du directeur les papiers précités. Attendez, monsieur, fit l'autre avec une sorte de ricanement non dénué de mépris. Tout d'abord, il faut que je voie votre voiture, que je l'évalue et qu'on en définisse le prix ensemble, vous comprenez. Je ne peux pas reprendre un véhicule les yeux fermés. Vous ne me faites pas confiance? L'interrompit Vladimir Martin en le fixant dans les yeux. Mais si, bien sûr, seulement. Je dois faire mon métier correctement, monsieur. Vous n'avez rien à évaluer du tout. Cette Saab est neuve. C'est une 9.5 berline 4 portes Aero XVD avec 1500 km au compteur. Vous savez combien ça coûte? À peu près. Bien, vous pouvez vérifier les papiers. Il y eut un court silence. Je vous comprends parfaitement, monsieur, quand on a envie d'une voiture, hein. C'est tout de suite, hein, pas vrai? Fit le concessionnaire en réitérant son ricanement. Nous sommes un peu comme des enfants devant un nouveau jouet, mais je vous le répète, je dois contrôler l'état de votre Saab, et même en admettant que j'accepte de la reprendre, il reste le problème de la Volvo, c'est-à-dire que je n'ai aucune Volvo rouge en stock, qu'il faut la commander, et que ça peut prendre 2 à 3 semaines. D'un mouvement brusque, le client se rapprocha du bureau en tirant sur son siège, poussa d'un doigt l'espèce de boîte à crayons en forme de pneu vers la gauche, fit de même avec le téléphone vers la droite et plongea son regard incisif dans les orbites du petit gérant. Celui-ci resta muet de stupeur, alors que l'autre tapait sur la chemise orange d'un index percussif au rythme métronomique d'une noire par seconde. Et cela dura longtemps. Entre chaque coup de doigt, le concessionnaire entendait la respiration de l'homme au costume clair, ponctuée d'une sorte de grognement sourd. Il n'osait faire un geste, sa bouche était entr'ouverte. Ses doigts croisés posés sur sa pile de paperasse se crispèrent, des fourmis se mirent à grimper le long de ses jambes, il sentit une sueur froide inonder son échine, son dos se voûtait, ses sphincters se contractaient, redouta d'être entièrement tétanisé par la peur, hypnotisé par le regard de Vladimir Martin, qui ne le lâchait plus et dont le visage, jusqu'alors d'une blancheur cadavérique, prenait une teinte rouge des plus inquiétantes. Donc, balbutia le marchand, je suis à votre service, continua-t-il en se demandant comment se libérer du piège. Tout à fait, confirma Vladimir Martin, dont la vie semblait dépendre de l'assouvissement de son besoin, l'existence réduite à un plan prédéfini, une série de cases à cocher, une succession de pulsions. Il ne pouvait faire l'impasse, encore moins tergiverser ou attendre. Il fallait se ménager, obtenir gain de cause et s'en aller.
Il fournit donc l'effort important de diminuer la pression, de cesser de tapoter de l'index, de rétablir sa position initiale et de se rendre à l'évidence, son sourire n'était qu'une grimace. Le désir de ce client, désir sacré, dominant, ne souffrait aucune remise en question, aucune contrariété. Dans une situation d'achat, Vladimir Martin, défenseur zélé du statut royal du client, ne doutait jamais de sa position. Le monarque n'a qu'un but, la jouissance rapide et totale. Sans lui, le commerçant n'est rien. Dans la société du clientélisme généralisé, Vladimir Martin avait tout loisir de sacraliser son moi. Je crois que jusqu'à présent, je ne me suis pas exprimé assez clairement, je vous prie de m'excuser. Et du moi au roi, il n'y a qu'un air de différence. Je vous en chuchota le gérant, je vais être plus précis. Je veux une Volvo Break V70 TD rouge passion. Vite. Vite. C'est-à-dire, je ne vous promets rien. Tant mieux, promettre, ce serait m'imposer un délai. Or, il est déjà expiré. Je peux téléphoner à un collègue de Vierzon, voir, proposa le concessionnaire d'une voix timide. Voyez, le gérant composa 10 chiffres sur le clavier de son téléphone et se colla le combiné à l'oreille. Jean-Mi, c'est Patrice là, ça va, ça va. Et dis, à tout hasard, est-ce que tu aurais en dispo une Volvo Break V70 TD en rouge 612? Oui, c'est pour un client qui est en face de moi, il est très pressé. J'attends, oui. Il va voir. On ne sait jamais. Oui, alors. Non. Ah. Non, 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 c'est pas grave. Je vais chercher ailleurs. Peut-être, oui. Je te laisse. À la prochaine. Oui, à la... Il raccrocha, désolé, Vladimir Martin le fixait de rechef. On peut essayer à Orléans. C'est judicieux, essayez, essayez. Un temps. Allô? Bonjour, garage Volvo de Bourges. Puis-je parler à monsieur Lambert, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Lambert, bonjour, Patrice Marchot. J'ai besoin d'une Volvo Break V70 TD en rouge 612 pour un client très pressé. Vous auriez ça? Tout à fait. Ah, rouge, hein? Parfait, parfait. Elle serait prête quand, à peu près? Ah, et pour la livraison? Une semaine? Bien. Vous mettez une option dessus? Je vous envoie un mail de confirmation tout de suite. D'accord, merci, au revoir. Voilà. Une semaine. Elle est à Orléans. Vladimir Martin soupira en relevant la tête vers les néons accrochés au treillis du plafond d'aluminium, puis à nouveau il fixa le vendeur en tentant de contenir ce qui bouillait en lui. « Bon, on va la voir, cette Saab ?» fit l'encravaté en tapant dans ses mains pour détendre l'atmosphère. « Je n'ai pas été assez clair. » Bon, écoutez, monsieur, le vendeur chercha un nom sur les papiers éparpillés devant lui. Monsieur Martin. Je vous ai trouvé votre Volvo, elle est rouge, elle est réservée, elle sera livrée dans une semaine au plus tard. Qu'est-ce que vous voulez à la fin, que j'aille la chercher dans la nuit? Pourquoi pas? Bon, la plaisanterie a assez duré. Je vous raccompagne, maugréa le directeur, sur le point de quitter les lieux. Asseyez-vous! Ordonna Vladimir Martin, livide, presque vert. D'accord, alors je suis assis alors. Vladimir Martin fit disparaître sa main droite sous sa veste à l'endroit de la poche revolver. Son geste provoqua un mouvement de recul chez le concessionnaire qui craignait un instant d'être abattu d'une balle en pleine tête. Le client sortit un portefeuille épais en croûte de cuir foncé. L'employé respira et déposa sur le bureau un billet de 500 €. Demain, 14h30, ça ira? Monsieur, c'est ridicule. Un deuxième billet de 500 € recouvrit le premier. Vous préférez 14h?
Mais un troisième billet s'allongea sur les précédents. « Ok, c'est bon. » lâcha l'autre discrètement. « J'irai la chercher demain. » Un quatrième billet de 200 €, tenu entre l'index et le majeur, gigota sous le nez du responsable. « Si vous partez maintenant. » « Oui, je pars maintenant. » « Je pars. Maintenant. Ayez la gentillesse de m'appeler un taxi, s'il vous plaît. »« Bien entendu, monsieur Martin. » répondit le docile gérant qui empocha les 1700 €, attrapa sa veste au porte-manteau et Vladimir Martin, sur les talons, sortit du bureau. Il informa Laurence qu'il s'absentait jusqu'au lendemain, lui demanda d'appeler un taxi pour monsieur et vérifia si les clés de sa voiture étaient bien dans sa poche. « Tenez, Patrice, prenez la Saab, fit Vladimir Martin, vous verrez, elle est très agréable. » L'autre ne comprenait rien, il s'installa au volant et introduisit la carte magnétique dans le démarreur, puis il baissa la vitre grâce à la commande située à l'extrémité de la coudoir. J'imagine qu'il est inutile de poser des questions. Vous imaginez bien. Je serai là demain à 14 h avec la Volvo. Alors tout est parfait. Vous avez la climatisation, 60 watts dans les enceintes, un détecteur de radar et un compartiment réfrigéré sous la boîte à gants en cas de petite soif. Elle apprécie qu'on la pousse, mais faites attention tout de même, hein. Bon voyage. Merci, oui. À demain. À demain. Ah, une dernière chose à méditer pendant le trajet. Quand on veut, on peut. D'accord. D'accord. À demain. La Volvo rouge fut livrée comme promis en temps et en heure. Le gérant resta bouche bée quand son client déposa sur le bureau un chèque certifié de 28 890 €. En rentrant, Vladimir Martin fit une halte au bar tabac de Neuilly-en-Dun où il acheta une cartouche de cigarillo. Merci beaucoup. Voilà. Donc je vous propose, n'hésitez pas à poser toute question que vous auriez envie de poser en fait à Olivier Bordassar. On a préparé quelques-unes, le temps que chacun pense aux siennes. Peut-être penser à une première comme on sort juste de la lecture, c'est pas dans l'ordre qu'on avait évoqué, hein, parce que pour ça, je crois que toutes les questions ont été préparées en fait, non. Et je trouve que quand on t'écoute lire, ou quand, et c'était flagrant également quand il y a 2 ans, donc on avait écouté deux gros extraits de La France tranquille, et qu'on sait que par ailleurs en fait tu es comédien et metteur en scène de théâtre, on est quand même frappé par la façon dont il y a une musicalité en fait dans ton écriture romanesque, et dont elle se prête particulièrement bien par rapport à beaucoup d'autres romans à la lecture à voix haute. Donc est-ce que tu peux nous parler de la façon d'avoir un pied dans le théâtre et un dans le roman, en fait, la façon dont ça se télescope et dont ça influence ton écriture? Ben effectivement, d'avoir un pied dans le théâtre et puis d'écrire aussi pour le théâtre m'aide à trouver des voix, à être au plus près du langage des personnages que j'essaye de construire. Et tout commence dans la construction d'un personnage, je trouve. Tout commence par le langage, l'éthique, le vocabulaire, la musique, le rythme. Voilà, donc oui, il y a une dimension théâtrale sûrement dans mes romans. Et d'ailleurs, souvent, entre 2 romans, j'écris du théâtre pour recharger les batteries. Tu l'as fait sonner? Tu fais sonner tes textes? Ah oui, oui. Ben, tu parlais de musicalité, ça m'arrive assez souvent de choisir
un disque, de mettre le casque sur les oreilles et puis d'écrire en musique. Ouais. Et après de relire à voix haute les textes pour savoir comment ça sonne, comment ça... Moi j'aime bien le côté percussif de la langue, j'aime bien quand ça claque ou quand ça lisse, quand ça relie, ça papote. Voilà. Enfin, bon. Voilà, un exemple, donc pour ceux qui n'ont pas lu La France tranquille, ou pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si vous avez en tête le premier chapitre, celui où en fait on a le monologue du serial killer, appuyé par quelques éléments de narrateur, et qui s'adresse à sa victime, qui est pour la majorité du chapitre bâillonnée, donc silencieuse. Et la manière en fait dont, c'est vraiment une danse de folie et de mort autour de la victime, et donc on l'a entendu en musique, donc c'était flagrant, et sans la musique, en fait, on imagine très bien cette musique, mais alors là, qui n'est pas drôle, qui est lancinante, qui est en spirale autour de la victime, et il y a quelque chose dans les phrases, qui est assez incroyable, d'arriver à trouver, c'est pas seulement une voix, je trouve, il y a vraiment un rythme en fait dans la façon de s'exprimer, donc moi je trouve que c'est flagrant aussi dans Dernier Désir. Moi ce que je voudrais, j'en suis sûrement assez loin, mais j'aimerais bien écrire de la musique. J'aimerais bien que mon écriture, ça soit de la musique, d'arriver à une forme de musicalité qui soit comparable à une ligne de jazz, une impro, un thème. C'est une question. Voilà. Oui. Et en quoi ça sert l'histoire, ça? Je sais pas moi. Mais si tu sais. Non mais comment elle est pas très précise ma question. Comment parce que tu écris des histoires qui sont de plus en plus, tu parlais de spoiler, on est de plus en plus dans la fiction pure, avec des personnages, une intrigue, des enjeux propres. C'est comme le message s'efface en fait. Il est montré, il est mis en scène, mais il est moins dit. Comment tu lis l'idée de la musique, qui est à la fois très sensuelle quand elle est là, mais très conceptuelle, et le déroulé de l'histoire, la tension, là on l'a entendu dans ta voix, mais est-ce que tu t'en sers, est-ce que tu cherches des voix comme des lignes musicales plus sombres, plus ralenties, tu fais des phrases plus courtes, est-ce que ça te sert de mise en scène en fait ça? La musique me sert à rendre comment dire, à rendre les personnages plus qu'ils aient un corps, qu'ils aient une voix, qu'ils aient des organes qui font du bruit. On a une musique dans le corps. Je pense que Vladimir Martin, il a une musique extrêmement lancinante dans son corps. Il a un cœur qui bat extrêmement lentement. Il déglutit à peine. Il est sec. Il n'a pas de salive. C'est une sorte de machine qui s'est fixé un but. Et toute cette machinerie avec ses cliquetis, ses silences et ses basses. Pour Vladimir Martin, j'imagine beaucoup de choses très graves, le porte vers son objectif qu'on ne dévoilera pas. On ne dévoilera pas. Voilà, mais je crois que c'est... On n'a pas quand même présenté l'histoire
Non. L'histoire... c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de quoi? Non mais juste qu'est-ce qui se passe au début? L'histoire, ce sont... Ouais. Alors, c'est un couple avec un enfant qui quitte Paris et son effervescence et ses 1000 sollicitations consuméristes tous les jours, etc. Et ils en sont arrivés à un point où ils pensent qu'ils perdent leur temps, qu'ils se perdent eux-mêmes et qu'ils perdent leur couple dans cette vie-là. Donc, ils se disent, on s'en va vivre à la campagne. Voilà. Donc, ils construisent une petite maison au bord d'un canal et ils vivent là tranquillement jusqu'à l'arrivée d'un voisin qui s'appelle Vladimir Martin. Et eux s'appellent Jonathan et Mina Martin. Voilà. C'est une coïncidence, il y a 235 000 Martins en France. Donc voilà. Et ce Vladimir Martin va tout faire pour devenir leur ami. Hélas. Dès les premières pages, on pense à Harry, le voisin qui veut du bien, joué par Sergi Lopez. Il y a effectivement ce côté extraordinairement bienveillant, oui, oui. Qui devance les désirs, en fait, qui les sent, qui sent ce qui ferait vraiment plaisir, en fait. Et qui est très fort. Oui, oui. Il est très fort, Vladimir, en fait. C'est une puissance, Vladimir. C'est une puissance et comme il y a une dimension politique évidente dans ce livre, moi je voulais utiliser un personnage qui représente la puissance de la consommation. Je voulais en faire une sorte d'allégorie du système consumériste dans lequel on vit, et ce serait le stade ultime de la consommation, c'est-à-dire qu'ayant déjà tout consommé, ayant tout gagné, n'ayant plus besoin de rien, ne désirant plus rien, il n'y a plus qu'une seule chose à désirer, c'est les voisins. Ça, j'ai rien dit. Sur Dimension, justement, Olivier, dans la France tranquille, la dimension politique était beaucoup sur la question du lien social et sur la façon dont il se désagrège sous la paranoïa, sous la peur de l'autre. Et dans Dernier Désir, donc, tu as glissé en fait sur une problématique politique, je dirais, encore plus englobante, qui est vraiment celle-là, c'est la consommation, le stade ultime du capitalisme, le fait que la libido est noyée en fait dans l'achat compulsif. Qu'est-ce qui a en 2 ans, tu vois, fait que tu as eu envie de passer à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui travaille depuis plus longtemps, hein? Oh, c'est quelque chose qui est présent chez moi depuis longtemps. La France tranquille, c'est un livre sur la peur, en gros, hein, pour schématiser. Et Dernier Désir, c'est... Si je me trompe pas, vous me direz, hein. C'est un livre sur le territoire, les territoires. Comment les territoires se créent, comment on se crée son propre territoire, qu'est-ce qu'on met autour pour se protéger, est-ce que cette sorte de bulle qui parfois est une barrière, d'autres fois ce sont des barbelés, d'autres fois ce sont des caméras de vidéosurveillance. Quelle est la porosité de ce territoire? Est-ce qu'il peut être pénétré sans montrer patte blanche? Est-ce que ce territoire peut être violé? Qu'est-ce qu'on fait quand on construit sa maison? Tout fait territoire, même la musique qu'on écoute. Écouter une musique, c'est se faire sa petite bulle autour de soi. C'est sa musique. Elle représente quelque chose
dans notre vie personnelle, elle est le fruit d'un désir, elle fait référence à des souvenirs, des rencontres, toute une vie. Et tout ça, ça crée un territoire. Comme le capitalisme qui est une sorte de machine qui prend possession des territoires. Là, le capitalisme a pratiquement gagné sur toute l'échelle de la planète puisque tous les territoires ont été contaminés par ce système. Et Vladimir Martin, c'est un comment dire, un envahisseur, un suceur de sang de territoire, voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Tu nous donnes un élément fort sur le rôle que joue la musique dans la construction de cette forteresse, personnelle à chacun. En revanche, si on la prend d'un côté non pas plus léger, mais plus en tant qu'elle-même, je trouve que c'est flagrant parce que c'est vrai dans les deux derniers livres, et ça l'est déjà dans les précédents. La musique, en particulier le jazz et le blues, en fait, sont extrêmement présents dans tes livres. On va en parler, mais il y a un autre loisir qui, curieusement, est présent, au moins dans les deux derniers, et qui est plus surprenant d'une façon, c'est la pêche à la ligne. Oui, oui. Dans le dernier désir, t'as plus envie de pêcher après avoir regardé la... Justement, on appelle ça un livre. Donc mon objectif est atteint. Bah oui, Vous voulez que je vous le lise? Le passage... Ah ouais, parce que ça dévoile rien. Oui, et comme ça, ça m'évite de répondre à la question. Et ça répond très bien. Ouais. Ah oui, pas avant aussi. Non, non, voilà. Mais je lis pas tout, hein, pour non, pas... Ouais, non, attention. Voilà. T'as des lunettes, hein. Ah oui, les lunettes, oui, voilà. C'est ça. Donc c'est le chapitre 6 qui s'appelle « De l'inconvénient d'être un poisson ». À 100 mètres en aval de l'écluse de Neuilly, quelques mares résiduelles résistaient à la sécheresse. Leur profondeur ne devait pas excéder 1 mètre sur une couche de vase équivalente. Dans l'une d'elles, un gardon famélique, Rutilus famelicus, évoluait d'une nageoire prudente autour d'un morceau de viande blanche, petite larve gigotante coincée entre 2 os brunâtres. L'œil globuleux du poisson détaillait les indices de sa comestibilité, la forme oblongue, appétissante, la rainure intestinale et noire sous la peau translucide, et les 2 extrémités distinctes, l'une pointue, s'agitant comme le flagelle d'un spermatozoïde, l'autre moins vive, bombée et piquée de 2 points noirs figurant la face absurde d'un être à peu près décérébré. L'aspect dodu de cette chose tombée du ciel attisait la curiosité et la fringale du téléostéen qui, pour en avoir l'estomac net, se mit à en téter la partie la plus vivace par de timides succions. Le fumet sans nuance de ce mets providentiel atteignit en un bref instant le centre olfactif de sa cervelle aquatique. Il reçut le feu vert et goba le plat du jour. La larve engloutie poursuivit ses reptations grasses dans le gosier de l'affamé dont la nageoire caudale fouetta le fond vaseux, propulsant ainsi son corps d'écaille vers des lieux plus sûrs afin d'y avaler sa trouvaille. À l'ombre d'une racine, sous un silex creux ou dans les entrelacs des herbes hydrophiles. 2 sensations se chevauchèrent en un éclair. La surprise due à une étrange résistance de la larve, puis une douleur intense au niveau du palais. Quelque chose de coriace
et d'acérer venait de perforer sa voûte buccale. Affolé par ce mal mystérieux, il tenta de se dégager, de fuir, de disparaître dans la bourbe, mais la chose inexorablement l'attirait vers la surface. Ses 80 grammes de vie ne pouvaient se soumettre à la fatalité d'une mort désormais inévitable, fatalité trop humaine, certes, pour atteindre l'âme d'un poisson, mais, fatale ou non, la mort et son chant funèbre invitaient son instinct de survie à réagir promptement. Sa chair et ses cartilages se déchiraient sous son propre poids, plus il se débattait, plus l'acier de son repas le meurtrissait, la bouche écartelée, les vertèbres prêtes à se disloquer, il creva la surface de l'onde épaisse, yeux révulsés, écarquillés dans le soleil à pic. Il survola les eaux dans un mouvement de pendule jusqu'à un atterrissage forcé sur les cailloux du chemin, où il continua ses contorsions spasmodiques. Sa vision troublée, il ne percevait que des ombres, des formes inconnues, mouvantes, iridescentes, des bruits assourdis, le sol tremblait sous son flanc, et toujours ce crochet têtu qui fouillait sa chair comme le pieu dans l'œil du cyclope. À ces douleurs s'ajoutèrent celles de la suffocation. Non encore parvenu au terme de son calvaire, il sentit un corset chaud s'emparer de lui, le soulever de terre, le serrer, l'étreindre tout entier, l'étouffer. Un étau puissant lui ouvrit la gueule en pressant sur ses ouïes. L'acier maintenant voulait s'extirper, se tortillait en lui, cisaillait son intérieur, mais, ancré parmi les arceaux de son palais, ne réussissait pas à s'extraire. Le sang inonda ses yeux, sa gorge. Le crochet, abandonnant ses tentatives de se défaire du piège par des ruses sans effet, se mit à tirer plus violemment, décidé à fuir par la force. Le gardon famélique eut la sensation qu'on lui arrachait la tête. La mâchoire en bouillie, il termina son agonie dans un seau d'eau tiède, aux pieds de Romain, heureux, qui jeta une nouvelle fois sa ligne en espérant réitérer l'opération au plus vite. Merci. Moi j'ai une petite question, je peux m'installer. En fait, je trouve que dans ce roman, il n'y a vraiment plus aucun recours. C'est construit comme un mytho. Oui. Ils sont tous les trois, Fort. Ils sont tous les trois enfermés dans. Enfin, je ne parle pas du petit garçon. Et donc, c'est vraiment très noir. Et quand on referme le livre, il faut vraiment se reconstruire pour retrouver une humanité, on va dire. Et ça m'étonne un peu. Oui. Je pense que c'est peut-être pour mieux dénoncer la catastrophe. Parce que dans les autres romans qui ont précédé, même La France tranquille, donc qualifié de tellement noir que c'est un serial killer, au moins l'ennemi est extérieur. Enfin, on peut le désigner, il est on peut se rassurer en se disant c'est des choses qu'on peut mettre à distance, on va dire. Mais là, tu attaques au cœur d'une fraternité impossible. C'est dur, un peu. Hein? Ouais, j'ai envie de te dire ça, que c'est un huis clos un peu terrible. Oui. Il y a un aspect inexorable dans cette histoire. Quand j'ai commencé à faire le plan, vraiment, je suis quelqu'un de gentil, hein. Mais ça me paraissait évident que cette histoire était une sorte de descente aux enfers, quoi. Et la fin de... Ne disons pas trop sur la façon dont elle se termine. J'en dis pas trop, mais voilà, enfin,
quelles sont les portes de sortie possibles? Bon, ben, c'est peut-être au lecteur aussi de s'inventer des choses pour reprendre espoir, se réveiller sans la gueule de bois, prendre une aspirine et hop, c'est reparti. Non, mais c'est parce que aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, tes premiers romans, effectivement, le message, la musicalité toujours, celui-là, on le commence et on le lâche pas. Je crois que plusieurs critiques ont dit, et moi le premier, je lui ai dit, mais une fois qu'on a commencé le dernier désir, on a envie de savoir comment ça se termine. Donc celui-là, on ne lâche pas. Effectivement, la fiction prend le dessus, mais le message, il est tout aussi important. Enfin, pour moi, il est tout aussi important. Et la catastrophe, la métaphore, en fait, tu joues avec les genres un peu. On va dire que là, il y a aussi des voisinages, des copinages avec des auteurs qui sont importants pour toi. Georges Perec, Les Choses, c'est un article dans Le Monde, le premier qui a soulevé cette référence et qui a dit, lui aussi, elle aussi, que ce roman, quand on le commençait, on ne le lâchait pas. Et voilà, elle a parlé de Perec, et je sais que tu aimes beaucoup Perec. Du coup, j'ai l'impression que depuis ses premiers romans, tu joues avec le genre, et que là, ouais, voilà, ça décolle à fond, parce que là c'est sûr que, voilà, quand on l'a commencé, ben, on le termine, hein, c'est sûr. Et que les autres, il y a des portes de sortie, mais le message est toujours aussi fort quand même. La dimension politique ne peut... D'ailleurs, enfin, moi, c'est comme ça que je vais aller les romans, hein. Ne m'intéresse pas quand il n'y a pas... J'aime beaucoup la musique, j'aime bien les grands stylistes, mais s'il n'y a pas de message, moi j'ai du mal à finir, quoi. J'ai besoin du message, j'ai besoin que la musique soit peut-être plus forte ou la fiction plus forte que le message, mais je veux que le message il soit toujours là. C'est moins intéressant. Sinon, c'est pas une littérature engagée, comme diraient d'autres anciens. Mais il est transmis de façon très différente dans celui-là. Ouais. Il est moins, il n'est pas dit, il n'est pas écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que c'est toi qui te le raconte, en fait, le message. Puis il y en a des portes de sortie, sauf qu'il n'y a pas de personnage qui les prend, quoi. Et puis les messages principaux politiques qui sont effectivement très forts, hein, dans ce roman, enfin, qui sont différents de ceux de La France tranquille, mais qui sont extrêmement puissants. D'autant plus, probablement, effectivement, qui sont plus dissimulés dans la fiction et qu'il n'y a pas une voix qui monte sur l'estrade avec un micro, alors qu'il y a encore ça dans La France tranquille. Je crois que ça, c'est une des grosses forces. En même temps, une des choses flagrantes, c'est que tes personnages, en tout cas ceux qui semblent porter la voix principale, sont pas des gagnants romanesques. Tu vois, enfin, c'est pas des gens, justement, c'est pas des héros avec un grand H. C'est des gens, que ça soit le gendarme dans La France tranquille, que ça soit là Jonathan, c'est des gens, ils ont du mal, quoi. Hein, c'est pas des personnages forts. Vladimir, bon, c'est une force de la nature, enfin de la nature, c'est une force. Hein, à la limite, le frère de Jonathan a plus de convictions qui peut faire sourire, mais il est plus droit dans ses bottes, il a plus le feu sacré. Jonathan, il est dans le doute, hein, il n'y arrive pas bien. Donc, moi, je trouve ça fascinant de réussir à faire porter justement le message de façon beaucoup plus subtile. Alors, c'est vrai que du coup, le chemin d'espoir, il est super étroit, hein, même par moments un peu invisible. Bon, mais enfin, oui, il est là, il est dans les interstices. Et en revanche, moi, ça me frappe parce que c'est pas si fréquent que ça de choisir en fait comme voix principale les personnages qui vraiment se débattent, et pas simplement au plan que la vie elle est dure, mais par rapport à leurs convictions, par rapport à leurs doutes. Et ça, c'est quelque chose, c'est une stratégie de ta part, ou c'est une envie, c'est un besoin de mettre ces personnages-là davantage en scène et en avant? Jonathan et Mina sont des gens qui essayent d'être heureux dans un monde difficile, dur, violent, où ça serait vraiment un exploit de leur part et de notre part de ne pas être impacté par cette violence-là. Ils la subissent, comme tout le monde, et en croyant la fuir dans cette région désertée, ils restent dans le monde, avec des voisins qui peuvent débarquer d'un jour à l'autre. Oui, ce sont des gens fragiles,
qui ne sont pas sûrs, complètement sûrs d'eux. Ce qui les relie est fragile aussi. À un moment donné, Jonathan se pose des questions sur ce qu'il y a entre deux, entre Mina et Jonathan. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui existe dans un couple, qui n'est pas tout à fait dans l'un et pas tout à fait dans l'autre, qui est un mélange des deux et qui est le fruit d'une construction à deux, le fruit d'une complicité, d'un langage commun, de désir, d'envie d'aventure, d'inconnu aussi. Qu'est-ce que c'est que cet entre-deux là? Quelle est sa solidité, quelle est sa puissance et quelle est sa fonction dans un couple? Qu'est-ce que, voilà, il se pose cette question, Vladimir. Est-ce que c'est assez solide? Est-ce que cette chose qui existe dans le couple et qui est une sorte de petit territoire autonome entre Jonathan et Vladimir, qui serait Jonathan et et Mina, qui serait leur bijou, leur roman à eux, ce qu'ils ont construit. Quelle est sa solidité, quelle est sa fonction? Est-ce que cet entre-deux dans les couples n'est pas seconde après seconde, peut-être toujours menacé par quelque chose qui pourrait venir bousculer l'ordre des choses? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ensemble? Comme à la fois notre temps avance, moi je vais juste dire sur Dernier Désir, je pense dans notre expérience de lecteur, de thriller et de roman de façon générale, c'est probablement un des thrillers les plus réussis que j'ai lus ces dernières années, et qui est, comme ça a été mentionné dans la salle, qui est vertigineux parce que justement il nous prend là où on s'y attend pas. C'est-à-dire qu'il utilise une mécanique de thriller, il y a vraiment un suspense qui est insoutenable, on est surpris, et je pense que malgré tous les indices qui ont été donnés là, ceux qui ne l'ont pas lu seront surpris réellement. Mais le débat, l'intensité se déplace sans arrêt, c'est vraiment une cible mouvante, quoi. C'est pas le truc, allez, voilà, ça se passe comme ça, on sait bien que... les codes sont déjoués en permanence, quoi. Ça a été très bien dit tout à l'heure, hein. Il y a vraiment un gros travail, et puis ça pose un paquet de questions politiques, sociales et personnelles, hein. Je pense à ce que tu disais à l'instant sur la nature d'un couple, et évidemment tout le long, de façon très très forte à l'œuvre. Donc c'est rare, quoi, d'avoir un roman qui puisse... se poser de façon crédible sur plusieurs dimensions aussi fortes que celle-là, et en même temps raconter une histoire absolument passionnante qui tient en haleine jusqu'au bout, et où dans les dernières pages on se prend des trucs énormes. Ah, c'est jusqu'à la dernière ligne, c'est clair. Après déjà ça, moi j'ai certains lecteurs déjà quand on leur dit ça, ils crient au spoiler en disant oui mais après on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, bah ouais. Ouais, il se passera ça se finit, hein, c'est obligé. À la fin c'est dur. C'est sûr. Il y a une dernière phrase. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Mais voilà, Dernier Désir, maintenant il est lâché auprès des lecteurs, et tout. Et comme souvent il y a de l'anticipation et tout, est-ce que tu peux ou pas nous dire un mot sur les prochains projets sur lesquels tu travailles, ce sur quoi tu es actuellement? Oui, j'ai commencé quelque chose. Je peux dire en deux mots. Ça parle de quoi? Ça parle de. En fait, ça parle de l'image de soi et de la publicité. Et ça se passera ni dans le Périgord, ni dans le Berry, ni en Beauce. Ah non, alors là, c'est terminé. Hein. Parce que. Oui, là, tout. Alors. Dans l'humanité, le journal, hein, l'humanité. Jean-Claude Debrun, il commence son article par
Bordassar nous a écrit des romans dans le Berry, dans le Périgord, dans le... je sais pas où, dans la Beauce. Et en lisant l'article, je me suis dit, mais je suis un écrivain de la ruralité. C'est affreux. Donc le prochain, c'est Paris. Ah, ça rigole plus. Ah ouais, le prochain est... Ah ouais. C'est une histoire d'amour. J'avais aussi envie de raconter une histoire d'amour. Voilà. Ça se passe très très mal, mais c'est bien quand même. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, sinon n'hésitez pas, quand vous ne manquerez pas de profiter de la présence d'Olivier Bordassar pour faire dédicacer ses livres, de lui poser des questions, enfin personnelles, c'est un grand mot, enfin des questions directes, voilà, en tête à tête, c'est ça que je voulais dire, plutôt que des questions personnelles. Et en tout cas, n'hésitez pas donc à prendre un verre et à grignoter en même temps, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu d'assez loin. Et je vous souhaite une bonne lecture. Voilà.